Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 6 mars 2024. Voici les sujets de la semaine. Par Zoom, on découvre la TPQA et ses capsules, sur la route à la maison du notaire, au centre culturel pour la relance de l'école d'immersion française de Trois-Pistoles et Simon Croze a enfin du nouveau. En terminant, le résultat du match de notre club de hockey Fondation BA de Trois-Pistoles. Explorons la TPQA avec Madame Colombe-Saint-Pierre et à la fin de l'entrevue, nous vous présenterons les capsules. Est-ce que vous connaissez la TPQA? Aujourd'hui, on reçoit Madame Colombe-Saint-Pierre qui est enseignante et également Madame Saint-Pierre, vous êtes chef. Oui, exactement. Je suis la chef du programme de technologie des procédés et de la qualité des aliments à l'ITAQ au campus de la Pocatière. Très contente de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez lancé une série de capsules pour promouvoir votre programme. Oui, effectivement, le programme TPQA, qui est un DEC de 3 ans, qui touche la transformation alimentaire, il se donne au campus de la Pocatière depuis 2002. Par contre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens de la région ou de partout au Québec qui sont pas au courant, en fait, là, qu'on donne ce programme-là à l'Institut. Puis on trouve ça vraiment important là, de s'assurer que la population en est bien informée, puisque c'est un programme qui offre une panoplie d'opportunités de carrière là, vraiment intéressantes. Bien, parlons-en des opportunités de carrière. Dans les capsules, on voit des gens qui peuvent travailler, dans le fond, un peu comme inspecteurs aussi des aliments, au niveau de la transformation des aliments. Puis c'est aussi une science également. Oui, effectivement. Il faut se rendre compte que le programme de la technique, c'est pas un programme où on va apprendre à cuisiner, OK? Donc, premièrement, on forme des technologues vraiment spécialisés dans la transformation des aliments. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce sont des gens qui vont être des experts pour travailler dans des usines de transformation alimentaire. Donc, quand on va à l'épicerie, qu'on se promène avec notre panier d'épicerie et qu'on regarde sur les tablettes, tous les aliments qui sont là, ils sont fabriqués dans des usines où est-ce qu'on va avoir un contrôle vraiment important des entrées, des intrants, de la production et aussi des produits finis. Donc, les technologues en transformation alimentaire, ils vont apprendre à transformer ces aliments-là, à les contrôler puis à les analyser aussi. Donc, pour revenir à votre question initiale, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, bien, il y a vraiment il y a vraiment plusieurs choix. On peut faire différents métiers ou différentes carrières quand on est technologue en transformation alimentaire, tout dépendamment de notre intérêt. Si on est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, je dirais un petit peu plus l'aventure, des journées un peu moins typiques, on va se pencher peut-être plus vers la recherche et développement, où on va vouloir créer des nouveaux aliments. OK? Si on retourne dans les années 70, 80, 90, même début des années 2000, si on pouvait prendre une photo de ce qu'il y avait sur les tablettes à ce moment-là, puis qu'on regarde aujourd'hui, il y a plein de nouveaux produits qui sont arrivés. Ben, c'est des technologues en transformation alimentaire qui ont développé ces produits-là pour pouvoir nous offrir des aliments nouveaux. Quand on parle de transformation, vous ne transformez pas des aliments, là. Comme dans une capsule, on voit quelqu'un avec de la crème glacée, dans le fond, ce qui a pris le temps d'analyser comment c'est fait de la crème glacée, entre autres. Oui, en fait, si j'explique un petit peu plus en détail les différentes opportunités, c'est que oui, on peut travailler sur le plancher, puis on peut en transformer aussi. Il y a des technologues qui aiment beaucoup être dans le feu de l'action, qui aiment être sur les lignes de production, qui aiment être directement en contact toujours avec la transformation. Donc oui, il y a de la transformation alimentaire qui se fait. Donc, on part, par exemple, euh, si je prends l'exemple d'un fromage, on va partir de la matière première, on va partir du lait et de leurs ingrédients, puis on va la transformer pour pouvoir en arriver au produit fini. Lors de cette transformation-là, ben, on va faire des tests. On va s'assurer que chacune des étapes sont bien suivies. Puis aussi, on va faire d'autres tests sur la qualité pour s'assurer que le fromage, avant qu'on le vende, ben, il correspond aux caractéristiques, aux spécifications requises là, pour s'assurer qu'il est sécuritaire, mais aussi qu'il est bon. Donc, c'est tout ça, la transformation alimentaire, le DEC, le diplôme d'études collégiales, permet à l'étudiant de comprendre comment les aliments agissent, comment les ingrédients agissent, comment ils sont composés, comment on les contrôle à chaque étape de production, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans l'aliment. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe pour que le lait parte d'une substance blanche liquide
à un produit, je dirais, dur ou en tout cas coagulé avec une certaine texture, puis un goût quand même assez différent du lait au départ. Donc, c'est un exemple concret que je donne comme ça pour aider un peu plus à comprendre qu'est-ce que ça fait un technologue. Mais on va toucher toutes les sphères aussi de la transformation alimentaire. Et comme quand on parle, mettons, exemple, un aliment, du fromage. Bon, du fromage, qu'est-ce qu'il y a dans le fromage? Il y a du lait, du sel, puis il y a sûrement d'autres aliments également. Fait que j'imagine que les étudiants sont poussés à analyser en quoi c'est fait cet aliment-là, en quoi ça doit être transformé. Oui, ils apprennent le rôle des ingrédients. Donc, chaque ingrédient, c'est quoi son rôle, mais aussi comment cet ingrédient-là va venir interagir chimiquement, microbiologiquement. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une petite fibre scientifique pour venir étudier dans le programme, parce qu'on va avoir quand même, alors surtout lors de la première année du DEC, on va avoir des cours de chimie alimentaire, microbiologie alimentaire pour comprendre les réactions générales, les réactions de base, puis ensuite les appliquer lors des transformations qui se font principalement là, au Centre de développement bioalimentaire du Québec, là, qu'on a la chance d'avoir à la Pocatière, là, dans lesquelles on a des belles usines. Oui, j'ai encore une question au niveau de la transformation. Là, on a parlé des produits laitiers, mais j'imagine un steak, il étudie pas le steak en question, là. Ben, le steak, non, mais un jambon, Ah, un bacon, un oui. pepperoni, une saucisse. Donc, effectivement, on va toucher tous les secteurs d'alimentaire. Donc, on va toucher les produits laitiers, les produits qu'on appelle carnés, les produits de viande, tout ce qui est la transformation des fruits et légumes, le canage aussi, donc les fruits, mais aussi la, la lyophilisation, tout ce qui est conservation des fruits et légumes, la mise en canne, la mise en conserve, de façon, tu sais, c'est quand même, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits à ce niveau-là parce qu'on sait très bien qu'une canne de conserve, ça le dit, hein, de conserve, on la conserve longtemps. Donc, il y a vraiment des éléments très, très importants à être respectés dans le procédé par rapport à ça. On touche aussi à tous les produits de boulangerie. Donc, des bagels, on achète des bagels à l'épicerie, comment c'est fait? Les croissants, toutes les sortes de pains, on y va vraiment du pain au levain jusqu'à du pain fait avec des levures, tous les différents types de pains, les différentes cuissons, des pains sans gluten. Donc, on touche aussi aux boissons fermentées, non fermentées, donc les boissons alcooliques, non alcooliques. On touche à un tous les secteurs. Puis on fait aussi, on y va aussi avec les nouveautés comme les produits maintenant qu'on retrouve avec de la farine d'insectes à l'intérieur, l'intégration de remplacement des protéines animales. C'est sûr que les étudiants vont avoir à toucher à ça pendant leur DEC. Et puis à la troisième année, ils ont la chance de faire un projet qui leur est propre. Donc, un projet sur 2 sessions qui planifient, puis aussi qui vont réaliser concrètement dans l'usine. Donc, dans plusieurs cas, on assiste à la naissance de nouveaux ingrédients ou surtout de nouveaux produits alimentaires là, qui sont développés par les étudiants parce qu'ils ont toutes les connaissances dont ils ont besoin pour être capables de créer un nouveau produit sécuritaire en plus là, pour la population. Donc, c'est Donc, vous êtes enseignante, vous êtes aussi oui. chef du département de technologie. Euh, Oui. Quel est votre cours favori? Mon cours favori, ben, c'est sûr que j'ai un petit penchant pour les produits carnés. Parce que je les enseigne quand même depuis plusieurs années. Donc, les produits carnés, on parle justement là, des transformations de viande. Les saucissons fermentés séchés, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant à faire hein, quand on y pense comme il faut. C'est de la viande crue qu'on mange quand on mange un saucisson marché, mais qui est très sécuritaire, qui est très bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'aliment? Quelles sont les réactions qui sont arrivées pour que je puisse manger ça sans être malade puis que ce soit si bon? Parce qu'une saucisse fraîche, on s'entend qu'il n'y a personne qui est intéressé à manger ça cru, alors que le saucisson fermenté séché est quelque chose qui est vraiment un plaisir en bouche. Donc, puis aussi, j'ai un penchant pour l'assurance qualité. Les étudiants vont bien connaître tous les programmes de certification qu'une entreprise pourrait avoir quand elle va transformer les aliments. Quand on parle de certification, on parle de comment l'entreprise va rencontrer les normes qui sont nécessaires par l'industrie pour pouvoir être qualifiée pour vendre dans les grandes chaînes alimentaires. Donc, j'aime bien ce côté-là.
On a aussi développé un petit côté entrepreneurial. Les gens qui sont intéressés à développer leur propre entreprise, qui veulent partir leur propre entreprise, ont la chance de développer le côté entrepreneuriat chez nous au campus à la Pocatière là, pour justement venir répondre aux besoins de la population. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça et puis ben, on offre cette chance-là maintenant là, à tous ceux qui désirent d'avoir les connaissances pour pouvoir démarrer leur entreprise en transformation. Est-ce que le taux de diplomation est en croissance? Ben, je vous dirais que les offres d'emploi sont en croissance. Le taux de diplomation, il est en fonction du nombre d'entrées d'étudiants. Puis, comme on disait tout à l'heure, on ne se le cache pas, il y a pas assez d'étudiants dans notre programme. Là, on pourrait en accueillir beaucoup plus. C'est sûr qu'on n'est quand même pas un gros campus. Donc, on a quand même des petites cohortes. Il faut voir le bon côté des choses, c'est que on a une proximité avec les étudiants qui sont là, puisqu'on a des petits groupes, ce qui nous permet là, d'avoir un enseignement presque, je vous dirais, personnalisé avec chacun de nos étudiants. Pour ce qui est de la diplomation, ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants qui s'inscrivent à notre programme, diplôme, effectivement, oui. Puis, ce qui est intéressant, c'est que à leur réussite, lorsqu'à l'obtention de leur DEC, ils ont le choix. Ils peuvent aller sur le marché du travail puis avoir un très bon travail, bien rémunéré, mais aussi peuvent continuer à l'université parce qu'ils ont tous les préalables nécessaires pour aller faire le baccalauréat lié à la transformation aussi, qui s'appelle Sciences et technologies alimentaires. On a une entente DEC-BAC avec l'Université Laval pour ceux qui sont intéressés à poursuivre l'université. Donc, on a toujours quelques étudiants de chaque cohorte là, qui font ça, qui font le saut vers l'université aussi. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on étudie dans une technique, qu'on n'a pas accès à l'université après. C'est comme une ancienne façon de penser, une ancienne mentalité de dire, ah, il faut que je m'en aille dans un programme pré-universitaire pour aller à l'université. Non, c'est faux. En fait, on sauve une année d'université d'ailleurs si on fait le DEC en TPQA, puis qu'on s'en va faire le bac en STA, on arrive en deuxième année de STA. Donc, on épargne un an. Puis je regardais aussi dans vos capsules, vos locaux sont à la fine pointe de technologie. Oui, les locaux du Centre de développement bioalimentaire du Québec, du CDBQ, ce sont des usines, des répliques d'usines alimentaires. Puis on a chacun des secteurs qui sont bien représentés. Donc, elles sont dédiées à un secteur de transformation spécifique avec des équipements, ce qui permet aux étudiants d'être tout à fait à l'aise et je vous dirais, à jour avec les méthodes de transformation quand ils sortent et qu'ils arrivent en industrie, bien, ils savent exactement comment fonctionnent ces équipements-là. Ils sont juste un petit peu plus petits au centre de développement bioalimentaire, parce que ce sont des mini-usines de chaque type, effectivement. On a cette chance-là. Ben, ça donne le goût de s'inscrire, mais moi, je pense que j'ai passé mon tour. Je suis un peu vieille pour ça. Mais la technologie des procédés de la qualité des aliments, qui est à TPQA, est un programme fantastique offert à la Pocatière et à Saint-Hyacinthe. Oui, effectivement. Puis, juste vous dire que on a aussi beaucoup de retours aux études. Ah, OK! Donc, il y a des gens de tous les âges qui viennent étudier chez nous. J'enseigne à des gens qui sont plus vieux que moi, mais c'est parfait. On est habitué à ça, puis on les intègre, là. Tout le monde est intégré parfaitement dans le programme. Ben, c'est très intéressant l'entrevue que j'ai eue avec vous, puis on en apprend beaucoup, puis je pense que vous êtes sûrement une très bonne enseignante. C'est dans le plaisir qu'on enseigne, puis les étudiants, ils sont passionnés de façon naturelle, donc on a beaucoup de plaisir, c'est ça l'important. Ben, merci beaucoup, Madame Colombe-Saint-Pierre, chef et Merci. enseignante du programme de technologie des procédés des aliments. Ben, merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Le programme TPQA permettait de combiner les deux choses qui m'intéressaient le plus, soit la science et l'alimentation. Il faut avoir la passion là, pour l'alimentation, pour la science, la transformation alimentaire. À l'ITAQ, c'est surtout l'ambiance familiale, le côté humain. Ce que j'ai aimé le plus, c'est les travaux pratiques, que ce soit les laboratoires de chimie, les laboratoires de microbiologie. On faisait aussi une sorte de production. Ça nous permettait vraiment de mettre en application ce qu'on apprenait finalement en théorie. N'hésitez pas à vous inscrire dans le programme TPQA, vous n'allez pas le regretter.
Pour travailler dans notre domaine, on a besoin d'être passionné d'alimentation, d'être quelqu'un de minutieux aussi, parce que ce qu'on va produire va éventuellement nourrir des gens, que ce soit en région, en milieu urbain. Si on est curieux, on peut travailler en recherche et développement. Si on aime les emplois de terrain, on peut travailler en production. Si on aime bien les tâches de laboratoire, on peut travailler en contrôle qualité. Puis si on aime beaucoup l'amélioration continue, on peut travailler en assurance qualité. J'encourage les gens à s'inscrire en TPQA pour poursuivre une carrière dans un domaine qui les passionne, puis qui va leur permettre de remplir leurs objectifs professionnels. Mon nom est Jessica Moreau. Je suis finissante de la cohorte 2008 de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Je travaille pour les fermes Burnbrae, qui est le plus gros producteur et transformateur d'œufs au Canada. L'assurance qualité en transformation alimentaire, c'est de développer les mesures de contrôle pour assurer la qualité et la salubrité des produits que l'on vend. Une journée typique, j'en ai pas vraiment. Je sais où je travaille le matin, non dans quelle usine, mais je ne sais pas nécessairement ce qui m'attend au courant de la journée. Je peux être appelée à intervenir dans des situations comme par exemple s'il y a un problème au niveau de la sanitation. De façon régulière, on va prendre des swabs sur les équipements pour s'assurer que la sanitation est efficace. À ce moment-là, ça n'a pas encore un impact sur le produit. Par contre, on veut prévenir les problèmes. Donc, justement, on va regarder les divers facteurs qui peuvent influencer un taux microbien plus élevé. On peut avoir au niveau des équipements, au niveau des procédures de lavage, au niveau de la formation du personnel. Donc, on va vraiment prendre le temps de bien analyser tous les facteurs qui peuvent intervenir pour trouver le problème et ensuite les solutions. Si on achète un nouvel équipement et qu'on va produire des produits avec allergènes et sans allergènes sur ce même équipement, on veut valider que la procédure de nettoyage est efficace afin d'enlever toute trace de l'allergène. Depuis que moi j'ai commencé à être sur le marché du travail, il y a eu énormément de changements dans les règlements. Ça affecte directement nos usines de production et ce qu'on doit faire. Également, il y a les allergènes. De plus en plus, il y a des gens qui sont allergiques. On ne veut pas nommer trop d'allergènes sur nos produits, donc c'est important de bien les contrôler. C'est surtout l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, parce que si jamais on a un allergène qui n'est pas correctement déclaré sur une étiquette ou qu'il est présent dans le produit, ça va causer un rappel. Un autre défi, c'est les demandes clients. De plus en plus, les clients sont très spécifiques dans ce qu'ils veulent au niveau des analyses, au niveau de la production, etc. La formation NTA a été vraiment bénéfique. Par exemple, on a eu des cours de microbiologie, d'analyse physico-chimique. On avait un cours sur les pompes. Je ne suis pas appelée à aller acheter des pompes moi-même. Par contre, lorsque je fais une résolution de problème, de savoir quel type de pompe je suis en train de regarder son fonctionnement, ça va m'aider. On a fait des produits carnés, des produits boulangerie, des produits laitiers. Ma partie préférée, c'était l'analyse sensorielle de ces produits-là, parce que c'est toujours agréable de manger son devoir ou de manger son travail. C'est important d'être ordonné, d'aimer les sciences en général, d'avoir un esprit analytique pour analyser diverses situations, divers problèmes. Et également, il faut avoir un intérêt envers la nourriture. Pour étudier en TPQA, ça prend de la curiosité, ça prend de la rigueur. À l'ITAQ, ce qu'on apprend dans un cours nous sert dans plein d'autres cours. Par exemple, en première année, on apprend des techniques de laboratoire en chimie qui nous servent quand on fait des produits qu'on fabrique nous-mêmes. Pour être bon dans le domaine, il faut être organisé, il faut arriver prêt, vouloir aller plus loin que nos protocoles. Puis je suis convaincu que ces bonnes habitudes-là et cet apprentissage vont faire de moi quelqu'un d'utile avec de la valeur sur le marché du travail. La Maison du notaire présente activement une programmation qui saura vous emballer. Je suis à la Maison du notaire aujourd'hui en compagnie de la coordonnatrice de la Maison du notaire, Alexandra Zawadzki-Turcotte. Yes! Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, vous-même. Oui. Hein, on est ici aujourd'hui pour parler des différents ateliers qui débutent activement, on peut le dire. Oui, dans les prochaines semaines, oui, c'est ça. On va commencer par l'atelier du mini-art, oui, qui va avoir lieu du 9 au 6 avril. Oui, c'est ça. Donc, c'est une série d'ateliers qui s'adresse aux 6 à 10 ans. Dans le fond, c'est une série de 5 ateliers. C'est des ateliers assez courts du samedi matin de 45 minutes où les enfants vont pouvoir faire toutes sortes d'activités
activités qui sont inspirées à chaque semaine d'un ou une artiste en art contemporain. Évidemment, on a développé des ateliers qui sont adaptés aux enfants. Ça va être super ludique, mais ça va leur permettre aussi d'apprendre à connaître des artistes qui travaillent de nos jours, là, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça va être des ateliers, mais par exemple avec du papier chiffonné, des cahiers, des crayons de couleur? Ah oui, ça va être c'est très varié, fait que ça va être on va toucher à une variété de matériaux là, peinture, dessin, sculpture, collage, un peu tout ça là, ouais, c'est ça. Donc c'est pour les jeunes. Ouais, c'est ça à 10 ans. Après ça, on transporte en poterie le 16, le 23 et le 30 mars. Oui, exactement. Fait qu'encore là, c'est une mini-session, si on veut. C'est une série de 3 ateliers de poterie. Ça va être du façonnage. Donc, c'est c'est ça, une technique de modelage là, de poterie que les gens vont pouvoir expérimenter. Là. Il y a pas tant d'âge minimum. Peut-être pas pour les tout petits, mais ça s'adresse aux adultes, mais je dirais aussi aux jeunes, là, à partir peut-être de 11-12 ans, là, dès qu'ils sont capables de se concentrer un petit peu pour réaliser l'activité, il n'y a pas de problème, les gens peuvent s'inscrire. Ça va être du multi-âge, puis je pense que ça va être super. Hey, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je sais que ma mère elle a déjà fait de la poterie. Par la suite, on la fait cuire? Oui, c'est ça. Donc, ça va être l'animateur des ateliers de poterie qui va ramener les pièces. Lui, il y a tout ce qu'il faut à la maison là, pour les cuire. C'est ça. Parce que les ateliers vont avoir lieu au centre culturel là, de la ville de Trois-Pistoles. Fait qu'il n'y a pas de four de poterie sur place, mais c'est ça. Il va pouvoir prendre les pièces chez lui puis les ramener là, aux personnes après. Oui, ben c'est ça. Les ateliers sont une présentation de la maison du notaire, mais il faut croire qu'ici, il n'y a pas de chauffage. C'est pour ça qu'on est bien habillés. Donc, ça va être à la salle Édith Martin, au centre culturel. Oui, tout à fait. Après ça, on se transporte un atelier qui me parle, je vous dirais, les semis de fleurs ornementales le 16 mars. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'animatrice qui s'appelle Laurence Ouellette. C'est la propriétaire de la petite ferme florale Les Hérissées. Donc, qui est une ferme florale qui est au motel agricole à Notre-Dame-des-Neiges, donc tout près à 5 minutes d'ici. Donc, elle a une ferme où elle fait pousser des fleurs ornementales pour faire des bouquets de fleurs toute la saison estivale. Puis elle va aussi travailler avec les semences de la ferme coopérative du Moulin à Saint-Clément. Fait que ça va être très, très local comme atelier. Puis elle va, montrer aux gens comment faire leurs semis. Puis les gens vont pouvoir aussi repartir là, avec une série de semis. Puis elle va évidemment pouvoir expliquer, parler des fleurs, là, tout ça, qu'elle utilise, elle, pour faire ses bouquets. Là, puis certaines qu'elle va pouvoir présenter aux gens. Là. Voilà! Hey, c'est intéressant. Après, il y a le dernier, c'est la linogravure. Oui, et la linogravure, c'est ça qui va être animé par Marie Bilodeau, qui est une multi-artiste pistoloise là, qui touche à toutes sortes de disciplines, mais notamment, en fait, donc c'est une technique d'impression où les gens vont apprendre à graver dans une plaque de linoléum, d'où le nom linogravure. Là. Fait que c'est comme une technique qui va ressembler à des étampes, là, si on veut, mais qui donne un résultat qui est magnifique, là, à l'encre, fait que les gens vont apprendre à graver finalement leur plaque de linoléum, puis à faire le transfert là, de la plaque. Ça peut être imprimé sur du papier, ça peut être imprimé sur du tissu, fait qu'on peut se faire des chandails avec si on veut, on peut faire des pièces sur papier qu'on affiche au mur, tout ça. Fait que c'est vraiment fascinant comme technique, c'est très le fun à manipuler comme matériel aussi. Fait qu'encore une fois, c'est une série de 3 petits ateliers. Celui-là va être donné en intensif. Fait que c'est 3 soirs durant une même semaine là, à la fin du mois de mars. Oui, le 25, le 27 et le 29 mars. C'est ça, exactement. Hey, c'est très intéressant. Puis, comment ça coûte? Là, pour les prix, vous allez pouvoir aller, là, si vous voulez vous inscrire aussi, d'ailleurs, vous allez pouvoir aller sur notre page Facebook. Je les ai plus tous en tête. Je vais essayer de m'en rappeler. Là, je pense que le lino, gravure et poterie, c'est 70 $ pour les 3 cours. Mini-art, c'est 60 si je ne m'abuse pour les 3 cours. L'atelier de semences de fleurs ornementales, je pense que c'est 15 $. Puis, on n'a pas parlé de la BD, mais la BD, ça, c'est une session de 8 cours. Je pourrais vous en parler après. Là, c'est 120 $ pour 8 cours. Qu'est-ce que c'est, la BD? C'est un atelier de bande dessinée. Fait que là, les gens vont pouvoir... c'est une artiste nouvellement arrivée dans les Basques qui s'appelle Carmé, qui est une BDiste, dans le fond, qui va pouvoir accompagner les gens avec des techniques multimédia aussi, là, à concevoir, là, donc qui va passer à travers toutes les étapes pour concevoir une BD. Encore une fois, c'est un atelier qui peut s'adresser autant aux adultes qu'aux plus jeunes, du moment où les gens sont intéressés et capables de se concentrer pour la durée du cours. Nous, on aime ça, travailler en multi-âge comme ça. On pense qu'il y a une richesse là-dedans, fait que c'est ça. Puis ça, c'est une session qui est plus longue, hein, parce que c'est ça, c'est un travail qui est
qui peut prendre plus de temps. Fait que c'est une session de 8 cours. Je pense que ça va être vraiment super intéressant. De toute façon, pour toutes les informations et le détail des dates, vous pouvez aller sur le site de la Maison du notaire ou communiquer avec toi. À quel numéro? Ça va être soit sur notre page Facebook là, de la Maison du notaire, ou vous pouvez nous écrire à amisdelart.p @gmail.com, ou vous pouvez en fait c'est que le téléphone ici la Maison du notaire est fermée pendant l'hiver là, mais je vais prendre les messages, mais si vous voulez nous contacter plus rapidement là, ça risque d'être plus facile par courriel ou sur Facebook. Bien, c'est intéressant que vous ayez développé des activités en lien avec la Maison du notaire, même si elle est fermée, puis vous déplacez ailleurs, puis c'est une très bonne idée, juste avant l'été. Hein? Oui, c'est ça. Puis merci d'ailleurs à la Ville de Trois-Pistoles de nous permettre de faire ça. Là. C'est eux qui nous ont permis d'utiliser les locaux là, du Centre culturel de la Ville. Ouais. Bien, je te remercie beaucoup, Madame la coordonnatrice. Ça fut un plaisir d'avoir discuté avec toi. Puis, inscrivez-vous aux ateliers à la Maison du notaire. Oui. Puis là, si je peux me permettre un dernier mot, on fait un super bingo à la salle des Chevaliers Colomb aussi le 6 mars. Fait que vous êtes tous et toutes invités à participer. On a une très grande maison dont on souhaite prendre soin pour ça. Ça prend des sous. Fait qu'on vous invite à venir nous encourager. Puis pour le bingo, on fait un partenariat génial avec la Maison Le Puy qui va offrir des prix de présence pendant la soirée. Là. Fait que c'est un petit plus qu'on va avoir pour notre soirée. Fait que, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Une mobilisation du comité de relance de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles est en marche. Bonjour tout le monde. Je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de monde qui a répondu à l'appel pour la séance d'information sur l'École de langue. En fait, je vais commencer d'abord par présenter certaines personnes qui sont présentes aujourd'hui. On a Yves Lebel, l'attaché politique de notre députée Amélie Dionne qui est là aujourd'hui. On a aussi des membres du comité des partenaires. En fait, il y a monsieur Jean-Yves Damboise qui est là à titre de conseiller, en fait, représentant de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges sur le comité des partenaires. Le comité des partenaires, je vais éclaircir un peu c'est quoi un peu plus tard. On a aussi Yannick Ouellette qui est là, qui est membre du conseil de la Ville de Trois-Pistoles. Maurice Vanney qui est là, avec Steve Côté et Claudia Lagacé qui font partie aussi du comité de relance de l'École de langue. On a aussi la présence de tous les membres du comité de relance. Je vais présenter tous les membres du comité de relance. On a Michel Gagnon qui est avec moi ici à la table, Huguette Pelletier aussi. On a Rachel Gamache-Malenfant, Annick Rioux, Marie-Michel Barrette, Michel Boucher, Paul Dumas, Claudia Lagacé, Steve Côté et moi-même qui faisons partie du comité de relance. Donc, on a travaillé très fort depuis quelques mois déjà. En fait, je vais vous faire une mise à jour. Là, on a l'ordre du jour qui vous est présenté ici. Là, donc, je vais vous faire une petite mise à jour de la situation. En fait, on est rendu où aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont été présents à la dernière séance d'information qu'on a fait, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous faire toute la mise en contexte brièvement. Là. En fait, pour faire un petit rappel, c'est ça, dans le fond, les dernières années, on le sait, là, ont été assez difficiles, là, les 2 années qu'on a eues après le retour de la pandémie, en fait. Le recrutement des familles a été assez difficile. Il y a une série de facteurs qui expliquent ça, entre autres que les difficultés de remobiliser le réseau des familles suite à 2 ans de pause d'étudiants à Trois-Pistoles. Ça a été difficile. Le changement de structure aussi pour le recrutement des familles, ça a été très, très difficile. Il y avait un manque d'encadrement, il y avait des lacunes au niveau des ressources qui étaient en place. Bref, le contexte, vous le connaissez en gros, là. Je n'ai pas besoin de vous faire un trop long historique, mais en fait, on a fait un constat, c'était clair, il fallait changer les choses. J'ai réuni, dans le fond, les partenaires de l'école d'immersion. C'est les partenaires financiers. Là, on a la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la Caisse des Jardins, la SADC, la MRC et la Ville de Trois-Pistoles. Donc, on s'est réunis avec la directrice à la fin de l'été dernier pour trouver une solution, établir un constat, essayer de voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire dans l'avenir pour recruter un peu plus de familles puis essayer de pérenniser les activités de l'école. Donc, en fait, je
proposer au comité que ce soit ce comité-là qui structure, dans le fond, qui soit la structure de base pour encadrer la ressource qui s'occuperait du recrutement des familles. On a proposé ça à Western, on a envoyé un document de proposition. Ce qui nous a été retourné, en fait, quelques semaines plus tard, on a reçu la décision de Western de faire une pause, de prendre une pause à l'école pour entamer un processus de révision complet du programme. Évidemment, ça nous a énormément déçus, mais en fait, avec le comité, on s'est penché sur la question, là, on a repensé à tout ça, en collaboration aussi avec notre député fédéral. En fait, j'ai rencontré avec Maxime, notre député fédéral, les hauts dirigeants de l'Université Western pour poser les questions, en fait, poser le pourquoi cette situation-là. En fait, on a été un peu rassurés dans la mesure où ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que c'était pas seulement le programme d'immersion qui était en révision, c'est plusieurs programmes au sein de l'Université Western qui étaient en révision. L'objectif n'était pas de mettre fin au programme, mais de vraiment revoir s'il y avait une meilleure façon, en fait, de ramener le programme. Donc, ça nous a un peu rassurés, mais on n'était pas complètement convaincus quand même, fait qu'on a décidé de poursuivre les démarches de mobilisation, puis de trouver une solution, de trouver une façon de les convaincre, en fait, de poursuivre les activités en 2025, parce que de toute façon, à ce moment-là, il était déjà trop tard pour penser à une session 2024. Donc, au lieu de se battre pour ça, on s'est dit, prenons cette année de pause-là, concentrons nos efforts, puis en 2025, on va revenir encore plus fort. Donc, c'est ça, on a formé le comité conjoint de la Ville et du comité des familles, donc pour former le comité de relance, qui est tous les membres que je vous ai nommés un peu plus tôt. Donc, c'est ça, on s'est réunis plusieurs fois à partir de là. Puis, ce qu'on nous a dit aussi, c'est qu'on allait avoir des suivis du processus de révision. Donc, on allait avoir une communication au mois de janvier. C'est ce qu'on a eu. Donc, on a eu une communication de Mme Katrina McIntosh de l'Université Western, qui est en fait la directrice par intérim du programme de formation continue, dans lequel se trouve le programme d'immersion de Trois-Pistoles. Donc, la communication qu'on a reçue de sa part étant le fait que l'université a fait affaire avec une firme externe, a mandaté une firme externe pour faire le processus de révision. Donc, en fait, on ne savait pas trop comment prendre la nouvelle, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se diriger. Mais on a décidé, quand même, de maintenir le cap et de continuer la mobilisation qu'on avait déjà entamée, puis tous les processus qu'on avait déjà entamés. En fait, ensuite de ça, on a appris la démission de la directrice, Cathy Yassari, qui était la directrice jusque-là de l'école, qui a démissionné. On a pris ça avec beaucoup de déception quand même, parce que Cathy, elle se battait beaucoup pour l'école, elle défendait énormément les intérêts de l'école, même presque trop des fois, là, ça causait certaines tensions avec les dirigeants de l'Université Western. Puis l'hypothèse, c'est elle a fait le calcul que c'était peut-être mieux comme ça pour l'école, parce que justement, la tension qu'il y avait entre elle et Western n'aidait pas la cause nécessairement. Donc, on a été déçus quand même, mais c'était peut-être pour le mieux au final. Ça reste que maintenant, on a une inquiétude par rapport au retour de l'école, la transition qui va se passer. Qu'est-ce qui va arriver? Là, on n'aura pas une personne qui a de l'expérience nécessairement pour relancer les activités de l'école. Donc, c'est ça les inquiétudes par rapport à la relance de l'école en 2025. Ensuite, en fait, on a fait énormément de travaux. Le comité, ensemble, on a travaillé énormément pour la suite des choses, essayer de déterminer ça allait être quoi les étapes, qu'est-ce qui allait être utile et nécessaire pour essayer de convaincre Western de ramener le programme en 2025, tout en maintenant
un ton juste avec Western quand même, parce que on ne veut pas non plus les brusquer, les offenser, mais en même temps, on veut leur faire passer le message. Fait que c'est tout le temps ce questionnement-là qu'on avait, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qui est nécessaire de faire, mais tout le temps avec un ton juste. Puis, donc, c'est ça, dans les travaux qu'on a faits, on va en parler un peu plus tard, mais on va lancer, en fait, une pétition. On l'a lancée déjà aujourd'hui en ligne. On va vous la présenter. Pour la suite des choses, en fait, pour les prochaines étapes, là, vous l'avez entendu, le rapport qui va être rédigé par la firme externe qui est en charge de faire le processus de révision du programme va être remis à la haute direction de l'Université Western au mois de mai. Donc, d'ici là, nous, on est déjà en marche, mais on veut leur faire part d'un mémoire, en fait, qui va souligner l'importance du programme, qui va vraiment souligner l'aspect de la qualité de l'expérience pour les étudiants, la qualité du programme pour les étudiants et en fait, de l'immersion en tant que telle, à quel point c'est un programme de qualité à Trois-Pistoles, puis pourquoi en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que les étudiants ressortent de là avec de très bons souvenirs puis une expérience de très grande qualité. C'est ça qu'on veut faire parvenir à Western pour essayer de les convaincre. C'est un autre outil pour essayer de les convaincre de faire revenir le programme en 2025. Donc, on veut leur faire parvenir justement un mémoire. Pour ça, pour la rédaction du mémoire, là, on a déjà commencé à sonder une personne là, pour faire la rédaction. On a numérisé une quantité d'archives assez impressionnante. Maintenant, en fait, je vous lance l'appel. Si vous avez vous-même des archives, on parle de correspondance, de lettres avec des étudiants, de photos, peu importe, là, des documents qui font état justement qui montrent toute la qualité de l'expérience que les étudiants peuvent avoir au sein du programme, on vous invite à nous les faire parvenir. En fait, c'est au sein du comité, c'est Paul qui est en charge, Paul Dumas qui est en charge des archives. Donc, vous pouvez communiquer avec lui, n'hésitez pas. Là. De toute façon, nous, on va s'occuper de numériser les archives, les originaux, vous les conserverez. Ça, c'est pas un problème. Donc, si vous voulez bonifier un petit peu notre collection d'archives, n'hésitez pas, on va les prendre avec grand plaisir, puis ça va nous servir aussi à ajouter au rapport, puis à pouvoir bonifier ce qu'on veut présenter à Western. Donc, voilà pour le mémoire, en fait. Puis à ça, on veut ajouter aussi, on lance en ce moment une pétition. On peut l'afficher là. En fait, c'est vraiment la pétition, c'est vraiment dans l'objectif d'aller chercher le plus grand nombre d'appuis possible de partout. Donc, même si vous n'êtes pas des familles, même si vous n'êtes pas des étudiants, même si vous êtes simplement observateur externe de tout ce qui se passe à l'école, puis vous voulez appuyer l'école, ça va être le temps de le faire avec la pétition. On veut récolter le plus grand nombre de signatures. On a déjà lancé la pétition en ligne qu'on a mis sur la page Facebook du comité. Le nom de la page Facebook, d'ailleurs, petite parenthèse, elle est sur votre carton, c'est l'école d'immersion, on y croit. On vous invite à aller aimer la page et à suivre tout ce qui va se passer. On va s'assurer d'ajouter des éléments sur la page Facebook pour entretenir un petit peu notre côté nostalgique de l'école. Donc, voilà, la pétition est déjà lancée, puis on a, un peu avant la réunion, on a regardé les chiffres, on était déjà au-dessus de 125 signatures, puis ça n'a même pas officiellement été lancé, puis ça a été fait à 9 h ce matin, là, donc on est quand même très contents, puis on vous invite aussi à partager ça, puis à encourager votre entourage à aller signer la pétition. Du nouveau développement dans l'affaire Simon-Cross. Et c'est positif à part ça. Alors, aujourd'hui, c'est pour notre famille et pour le mouvement Unis pour Simon, une journée de démobilisation. Mais ne baissons pas la garde, car nombreux sont ceux et celles qui vont avoir besoin de nous et de nouvelles mobilisations. Moi, j'ai eu la chance de m'exprimer, d'avoir mis
la lumière sur un des nombreux problèmes de notre société, un des nombreux enjeux. Mais gardez les yeux ouverts, soutenez et lisez vos médias locaux, votez et prêtez attention au bien-être de vos voisins et voisines. Le problème dans tout cela a été, à mon sens, l'organisation fédérale de l'IRCC. Il y a clairement dans ce ministère des gestionnaires qui ont pris des mauvaises décisions. Je ne jugerai pas leur niveau de compétence, mais je pense que l'organisation désuète et les processus aberrants dans ce ministère, le système manque clairement de réactivité et de proactivité et, je le dis tout à l'heure, d'humanité. Monsieur Marc Miller, quel est votre plan pour réorganiser ce ministère avec comme valeur centrale la dignité humaine et le respect envers les requérants, en particulier ceux qui sont déjà en sol canadien, qui font déjà partie de notre communauté? Marc Miller, si vous ne faites pas le ménage en bas, ça va être aux électeurs de faire le ménage par le haut, clairement. Enfin, je voudrais terminer en revenant sur ma situation aujourd'hui et revenir côté ville de Trois-Pistoles. Aujourd'hui, lundi 4 mars, et revenir sur la manière dont la ville dont on s'est engagé mutuellement, la ville et moi-même. Donc oui, j'ai désormais un permis de travail. D'ailleurs, je vais demander à Hubert, j'ai reçu ça ce matin au courrier, de ne pas se blesser avec la petite épée qui appartenait à mon grand-père, un ouvre-lettre. Puis tu peux ouvrir la lettre, Hubert, pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est vraiment le bon papier. J'ai reçu ce matin, hein. Pas de farce. Ouais, tu essaies de déchirer par en haut, comme ça. Regarde, je te montre. Comme ça. Puis tu continues à le faire tout du long. Puis tu vas montrer aux gens, voir si c'est de bon papier. Donc oui, j'ai un permis de travail. Ça coupe pas vraiment. Il va pas se blesser. C'est bon, là tu vas pouvoir sortir la lettre. C'est bien ça. Ouais. Je vérifie la date vite fait, c'est bon. J'en ai pour un bout. Donc oui, j'ai désormais un permis de travail, mais j'ai surtout un emploi pour la ville, comme l'a dit Philippe, en tant que coordonnateur au développement. Étienne Bergeron, le directeur général de la ville, a vu en moi un potentiel et à l'issue du processus de sélection, d'embauche. Mais oui, il a fallu convaincre le conseil de ville de garder ma place quelques semaines en attendant que ma situation se règle, chose faite enfin aujourd'hui. Ils m'ont fait confiance, ont été rassurés par Maxime et eux aussi ont pris un risque d'une certaine manière en me gardant cette place ouverte. Je vous remercie pour cela. Vivement, et je vais vous prouver dans les prochaines semaines et les prochains mois que vous avez pris la bonne décision. J'ai hâte de m'atteler au dossier que j'ai sur mon bureau avec, je vous le garantis, de meilleurs délais de traitement que l'IRCC. Ce poste va me permettre de redonner à la ville et à ma communauté toute l'énergie que vous avez mis pour me garder ici. Pour terminer, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ces bonnes nouvelles, mais je voudrais toutefois nuancer le bilan que nous venons de faire. Avoir un permis de travail et un emploi ne fait définitivement pas de moi un Canadien. Je suis résident temporaire, comme d'autres ici dans la salle. Ce statut reste un statut précaire. Je vous jure, vous ne voulez pas vivre comme ça trop longtemps. Moi, ça fait 8 mois. C'est mon 4e ou 5e permis de travail. Comme on me l'a rappelé durant mes déboires avec l'IRCC, la résidence permanente est un privilège et non un droit. Pour moi, c'est la prochaine étape. Même si j'espère que ces prochaines étapes de mon parcours vers la résidence permanente puis la citoyenneté canadienne soient plus fluides, je me souviendrai de ce que nous venons de vivre et une note amère persistera jusqu'à l'obtention de ma citoyenneté canadienne. Prochain objectif d'ici quelques années. Mais en attendant, on peut quand même se réjouir de ce qui s'est passé puis se mettre au travail. Ma famille est rassurée. 8 ans, pardon, ça fait 8 ans. Ah, j'ai dit 8 mois, excusez. Ça fait 8 ans que j'ai un statut de résident temporaire. Pour être résident permanent, il faut la résidence permanente, ça c'est la prochaine étape. Fait que, merci.
Tout de suite après la conférence de presse, je rencontre M. Simon Croze, qui n'a pas attendu parler de Uni pour Simon. Salut Simon, ça va bien? Salut, oui, ça va très bien, merci. Je pense que tu as reçu une très bonne nouvelle aujourd'hui, hein? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, un document que j'attendais depuis 10 mois maintenant est arrivé ce matin par la poste. Ça a été un peu... en tout cas, pas un hasard, mais un synchronisme des calendriers. J'ai reçu mon permis de travail. Donc, c'était un document que j'avais demandé, ce document, il y a 1 an et demi. Malheureusement, à cause d'erreurs administratives, je n'ai pas reçu ce document. Au contraire, au mois de mai 2023, j'ai reçu une injonction à quitter le territoire et l'impossibilité de travailler. On était nombreux à penser que ça ne durerait pas aussi longtemps. Force est de constater qu'une fois qu'on devient un cas particulier au niveau de l'IRCC, les choses prennent du temps. Il a fallu une dizaine de mois pour arriver à obtenir un nouveau permis de travail. Donc je peux désormais retourner au travail, avoir un revenu et reprendre ma place dans la société. Tu as eu un appui inconditionnel du député Maxime Blanchette-Jonca quand tu es allé cogner à sa porte. Ça s'est bien passé? Oui, en fait, les dossiers d'immigration ont certaines étapes qui se situent dans 2 paliers. Ça peut être le provincial ou le fédéral. Dans mon cas, l'étape provinciale a été réglée rondement, mais le problème était au niveau fédéral. Donc, qui pouvait m'aider? C'était le député fédéral, en l'occurrence Maxime Blanchette-Jonca dans notre circonscription. Lui, comme tous ses homologues, si je peux dire, ont cette mission quand même d'accompagner les gens qui vivent des situations difficiles, en particulier les requérants à l'immigration. Donc dès le début, il a mis son équipe sur le coup. Eux ont des canaux de communication un peu plus directs avec l'IRCC. Ça a permis de sécuriser certaines informations à certains moments et surtout de mettre la pression. Quand on m'a délivré mon permis il y a 10 jours, une agente m'a appelé. Elle m'a dit: vous pouvez remercier votre député fédéral et son équipe parce que c'est eux qui ont mis la pression. Donc ça serait arrivé, in fine, mais là c'est peut-être arrivé plus vite grâce à leur intervention. Le phénomène, on pourrait parler d'un phénomène, là, Uni pour Simon. Est-ce que ça va continuer? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi dans ta situation. Là, on comprend que tu as beaucoup de choses à régler. Là. Uni pour Simon était dirigé par rapport à ma situation particulière, mais j'ai toujours, autant que possible, essayé de porter la voix de tout un tas d'autres personnes qui vivent des situations difficiles. Le mouvement Uni pour Simon, de par son nom, va cesser d'exister. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est de par tout ce que j'ai appris, à la fois en termes d'administration IRCC, mais aussi quels sont les soutiens qu'on peut avoir dans une communauté. J'aimerais ça pouvoir contribuer et accompagner des personnes qui vivraient ce genre de problème. C'est quand même très difficile parce que les cas particuliers, faut vraiment bien maîtriser les dossiers légaux et quelle est la loi canadienne, mais savoir à quelle porte cogner pour avoir de l'aide, avoir du soutien psychologique, de l'accompagnement, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui va redonner confiance comme quoi oui c'est possible, et trouver la force d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois pour avoir ses papiers, ça c'est quelque chose que je souhaiterais continuer de faire. La ville de Trois-Pistoles et les citoyens des Basques et des environs t'ont appuyé énormément dans ce projet-là. Oui, la communauté a été présente tout du long par la mobilisation Unis pour Simon, par leur présence, leurs bons mots. Puis dernièrement, la ville de Trois-Pistoles, donc là ce qu'on a annoncé aussi ce matin, c'est que je démarrais un nouvel emploi pour la ville de Trois-Pistoles. Donc alors que je n'avais pas encore mon permis, j'ai pris une chance de déposer ma candidature pour le poste de coordonnateur au développement qui a été ouvert au mois de septembre. Et puis mon profil est ressorti gagnant à l'issue de ce processus. Le directeur général de la ville a vu en moi un potentiel, et donc après il fallait juste sécuriser un petit peu au niveau du conseil municipal pour avoir la garantie que c'était juste une question de semaine. Donc finalement ça a pris 2 petits mois, puis là je commence officiellement aujourd'hui, lundi 4 mars, mon emploi en tant que coordonnateur au développement pour la ville de Trois-Pistoles. Ça va me permettre de redonner aussi à la communauté qui m'a soutenu. Donc j'ai bien hâte de me mettre sur ces dossiers-là. Félicitations Simon, on est bien content de te garder dans notre région. Merci. Merci beaucoup.
Maxime Blanchette-Jonca, le député de Rimouski, Neigette-Témiscouata et les Basques, est avec moi tout de suite après la conférence. Beaucoup d'émotions encore une fois. Un grand soulagement aujourd'hui. Un grand soulagement, enfin. On a un chapitre qui se termine à cette saga-là, il faut le dire. 6 mois que M. Cross n'avait pas la possibilité de travailler. Quand il veut travailler, il a la capacité de le faire, puis en plus, il est compétent pour le faire. Alors aujourd'hui, le ministère de l'Immigration a délivré à Simon son permis de travail, donc il peut débuter son travail. Et bien sûr, moi, je veux remercier dans toute cette aventure-là l'ensemble des gens de Trois-Pistoles, la communauté des Basques, la région du Bas-Saint-Laurent, même des gens de partout au Québec, voire même de l'extérieur là, du Québec. Et, l'extérieur du pays qui nous ont supportés dans tout ça. Là. On a lancé en septembre dernier, je le rappelle, ici à l'Hôtel de Ville de Trois-Pistoles, la campagne de mobilisation Unis pour Simon. Des gens qui témoignent leur appui pour éviter que Simon, à l'époque, devait éventuellement quitter le pays parce qu'il y avait une menace d'expulsion. Pour lui, on appelle communément une mesure de renvoi. Et bon, ça a pu être réglé après quelques semaines, après la mobilisation, mais la bataille était loin d'être terminée. Là, il faut comprendre que Simon était encore incapable de travailler. Fait qu'imaginez du jour au lendemain, là, vous ne pouvez pas travailler, là, ça dure 1 mois, 2 mois, OK, on est capable d'y arriver, mais Simon, ça a duré près de 10 mois. Donc, 10 mois sans travailler, de subvenir à ses besoins, celles de sa famille, ça ajoute un stress inimaginable, ça peut provoquer de l'anxiété, surtout dans un labyrinthe d'une machine qui n'est pas capable de nous donner une réponse à dire c'est quand que ça va se terminer ce calvaire-là. Mais tout de suite, quand Simon est allé cogner à votre porte de bureau, je pense que vous avez réagi rapidement, puis vous n'avez pas lâché le morceau. Vous avez continué à essayer de régler le problème avec le ministre de l'Immigration, puis les gens des Basques et tout le monde en mon nom. Mais je vous souhaite merci beaucoup pour tout votre appui là-dedans. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, vous savez, c'est un travail d'équipe. Je remercie également l'ensemble de mes collègues de travail là, on a mené une chaude bataille. Enfin, on peut tourner la page, mais je ne peux pas passer sous silence aussi là, beaucoup de gens comme Simon là, qui doivent faire face à une machine qui est froide, qui est inflexible et qui ne répond pas toujours efficacement. On va continuer le travail pour s'assurer qu'on ait plus de réponses le plus rapide possible, mais aussi que, de notre point de vue, c'est de ramener les compétences d'immigration au gouvernement du Québec. On ne veut pas avoir de dédoublement administratif, puis on espère que des histoires comme Simon, là, ça ne se répète plus, puis que des gens qui veulent venir s'intégrer ici dans la communauté, à Trois-Pistoles, dans les Basses, dans la région du Bas-Saint-Laurent ou partout au Québec, n'aient pas à vivre pendant 10 mois le supplice de ne pas savoir s'ils vont devoir quitter le pays ou encore ne pas savoir s'ils vont être capables de payer leur loyer, leur nourriture, puis subvenir à leurs besoins. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Simon, c'est pas le seul cas qui a des problèmes au niveau de la lenteur administrative. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Je le souhaite grandement. Et là, je viens d'évoquer un peu une solution là, rationnelle par rapport à ça. Quand tu as 2 gouvernements qui ne se parlent pas vraiment, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas la même vision, c'est sûr que c'est pas efficace puis que c'est pas très fluide. Alors moi, pour ma part, à titre de député, je le vois concrètement là, depuis le début de mon mandat, plusieurs personnes contre leur gré, ont dû aller sur la place publique pour tenter de faire bouger les choses, mettre de la pression sur le gouvernement, puis d'obtenir une réponse positive enfin. Mais je crois fermement que oui, il faut que cette machine-là, qui est dysfonctionnelle, qui est brisée, soit réparée le plus rapidement possible. Et même encore là, je pense que réparer, ça peut prendre beaucoup trop de temps. De notre point de vue, de ramener la gestion de l'immigration au gouvernement du Québec, puis d'avoir un seul palier là, qui agit, là, ça va être beaucoup plus efficace, puis ça ne fera pas en sorte qu'on va se renvoyer la balle là, à chaque fois, puis qu'on n'a pas toujours de réponse et que ça ajoute des délais interminables pour des gens. Puis la réflexion, c'est la suivante. Combien de cas comme Simon, là, que des gens ont dû vivre, puis combien de gens qui, même qu'après leurs aventures tumultueuses ou toujours désastreuses, là, ont quitté l'aventure, puis ont quitté notre région, puis qui ont dit, gardez, moi, ça suffit. Là. Si c'est le traitement qu'on m'accorde,
ben, moi, je retourne chez moi, dans mon pays d'origine, puis je ne veux pas venir ici. Puis M. Cross, là, c'est un modèle à suivre. Là. Ça faisait 7 ans à l'époque, ça fait maintenant plus de 8 ans qu'il est au Québec. Il a contribué, il a payé des taxes, des impôts. Il ne demandait pas la charité. Là. Il demandait simplement d'avoir un traitement juste et équitable dans son dossier, puis de pouvoir travailler comme il le veut depuis le départ. Alors aujourd'hui, là, on peut dire victoire, mais sans oublier là, à l'intérieur de nous-mêmes que des gens vivent encore avec beaucoup de souffrance devant cette machine-là qui est froide et dysfonctionnelle. En terminant, j'aimerais vous demander, là, Simon a demandé son statut, ben là, pour l'instant, il a un permis de travail pour 1 an. Il va demander son statut de citoyen permanent au Canada. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir encore des embûches ou tout va suivre son processus normal? C'est une question à poser. Il y a tellement eu de difficultés là-dedans. Oui, on se croise les doigts. Hein? Bon, je touche du bois, là. Oui. Mais bon... si on récapitule, puis c'est un peu technique, mais bon, Simon aujourd'hui a son permis de travail. Ça lui permet de retourner au travail. Mais là, présentement, Simon aussi a des démarches pour faire sa résidence permanente. Donc, l'obtention de sa résidence permanente qui va lui amener après ça son statut de citoyen canadien. Ça, c'est pas avant septembre environ, là, si on calcule les délais d'aujourd'hui, septembre 2025. C'est sûr qu'on va être aux aguets puis on va voir que ça se déroule bien pour Simon. Mais ça se peut très bien que dans le nombre grandissant de demandes, devant ce qu'on connaît par expérience, on ne souhaite pas évidemment qu'il y ait de mauvaises expériences, encore une fois, mais je ne peux répondre en date d'aujourd'hui si ça va bien se dérouler. Il va falloir suivre le dossier attentivement. Si le passé est garant du futur, là, je ne veux pas être un prophète de malheur, ni pour Simon, ni pour personne, mais les délais qu'on nous annonce toujours à Immigration Canada sont approximatifs. Ça fluctue selon les demandes, selon les agents qui sont en traitement. Puis je rappelle aux gens, là, le ministère de l'Immigration, là, il manque de ressources. On procède encore de façon papier. On ne numérise pas toujours les dossiers. Donc, c'est ce qui amène justement la lourdeur administrative puis du fait que les gens se découragent avant même parfois d'avoir obtenu une réponse. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour votre temps. Merci à vous. Voici les annonces de la semaine. Une partie de sucre au parc de l'église de Trois-Pistoles, organisée par Croc Ensemble des Basques, et spectacle de musique traditionnelle avec Daniel Perron de midi à 15h. La Maison de la famille mobile à Sainte-Françoise, jeudi le 7 mars de 9h à 11h à la salle de la patinoire. Un appel d'intérêt est lancé pour un jardin collectif communautaire intergénérationnel le 13 mars à 19h au Centre culturel de Trois-Pistoles. Des cours de swing à Kakuna à la salle municipale à tous les jeudis dès 19h. Un atelier d'art-thérapie le 9 mars de 9h30 à 16h30 au Beaulieu commun situé au 50 rue Notre-Dame-Ouest à Trois-Pistoles. Spectacle de théâtre communautaire ayant pour titre une communauté tissée serrée au Centre Femmes Catherine Leblond à Trois-Pistoles le 10 mars à 14h. C'est la journée de la famille au parc du Mont-Saint-Mathieu le 10 mars dès 9h30. Vin fromage est organisé par le Comité des loisirs de Saint-Clément le 9 mars à 19h. Concours de chant à la télévision communautaire est organisé. Une voix pour ta voix. Date limite d'inscription le 30 juin 2024. Voici le résultat du match de notre club de hockey Fondation Béat de Trois-Pistoles. Notre club a remporté les 2 matchs de la série 3-7 contre les Castors de Matane. Trois-Pistoles mène la série 2-0. Le premier match à domicile aura lieu le 9 mars à 20h. N'oubliez pas le changement d'heure qui aura lieu dans la nuit de samedi le 9 mars à dimanche le 10 mars. Et nous passerons à l'heure d'été. Toute l'équipe de la TCBH vous dit à la semaine prochaine!